Notre présidente est là aujourd'hui, la présidente de la FIDH, et j'en suis très heureuse et je vais lui laisser le micro immédiatement. Notre présidente nous parle depuis le Botswana. Thank you very much. Greetings to each and every one of you. I'd like to extend both a very warm welcome and a most sincere thank you to both Madame Karine Abderrahmane and Madame Florence Bellivier for setting up for a number of months now this most welcome cycle of conferences about the human rights of the future. These conferences are intended to create much needed conversation between academics and students and teachers of the world, and will run until December this year. We also say thank you to the IEDP of the University of Sceaux, Paris-Saclay, and to the University of Paris and Sorbonne for their generous support. Without the IEDP, nothing would have been possible. We also extend our thank you to LDH, the Ligue Française des Droits de l'Homme. We at FIDH are truly honored to have such supportive partners. And we also extend a deeply personal merci beaucoup to Madame Diane Roman for accepting our invitation to her to make a presentation about the topic of her most recent book. Dear friends, chers amis, la majestueuse égalité des lois interdit aux riches comme aux pauvres de coucher sous les ponts, de mendier dans la rue et de voler du pain. When Anatole France wrote these words at the end of the 19th century, he recognized that this notion of formal equality and not substantive equality meant that only the poor ran the risk of falling foul of such a law. That law was clearly aimed at them, those most likely to be homeless, poor, and hungry, probably because law at that time was crafted and written by the upper class, primarily for their own benefit. The poor did not have the same opportunities. Law which is not located within a value-based framework is of necessity a limited law. So what is needed for law to be an effective tool to ensure true equality for all, regardless of socioeconomic and cultural context? Is it morality? Is it ethics? So what is needed to ensure that the maxim of equality before the law, or law equals justice, holds true for those in search of justice? How do we make real Anatole France's majestic equality of laws? The world may have changed in different ways since the end of the 19th century, but the lived reality of the homeless, the poor, and the hungry has not. Context matters. Life lived without dignity is all too common in our modern, high-tech, connected, disconnected, contemporary world. So for me, a key question is, what would human dignity look like in our future world? In the midst of these rapid changes, what will undoubtedly remain are the constants. Whether or not we remain on this destructive path of continued differential development, continued non-sustainable extraction of resources, and subsequent environmental degradation. What will undoubtedly remain are the constants. The deep desire of all peoples to live their lives with dignity, universal dignity, the struggle for global social justice, and the ongoing search for a sense of belonging, a rootedness, and a human connectedness, which is essential to the human condition. So how do we ensure that these constants are addressed? In other words, how can our world, which is ever changing and is becoming increasingly unpredictable, be a world in which dignity is guaranteed for all? This is what lies at the heart of our conversation today. To begin to answer this question, we need to address the major challenges facing our world today and reflect on creative and innovative ways to ensure and protect dignity. Some of the significant threats to dignity are lack of climate justice, increasing inequalities, digital innovation, and illiberal democracies. All of these issues are interlinked. Climate change affects us all,
wherever one lives in the world. It is destroying the social and economic relationships between human beings, as well as their relationships with their environments. A balanced ecosystem, the key to Madame Diane Roman's approach, is essential if we are to ensure a sustainable relationship between human beings and the environment. Human rights is an important tool to achieve that. I personally look forward to hearing from you, Diane, about whether the old, tried and tested and perhaps a bit tired ways of ensuring protection, mainly through the use of law, are enough to ensure a deeper social, local, and global protection of the environment. As a federation, FIDH has 192 member organizations in 117 countries. Our unique network enables us to directly witness, document, and recognize that yet another serious threat to dignity is the continuous growing inequality between the rich and the poor. Poverty is itself not only a blatant violation of socioeconomic rights, but is also a direct threat to our democracies. Here again, a sustainable future for humanity can only exist if those inequalities are addressed. Another growing challenge for our future is a digital revolution. While there's been much progress achieved through new ways of communication, of travel and interaction, we know that there is another side to this ideology of progress. We've seen increased threats to dignity through state intrusions into the private sphere of individuals, leading to a need for the creation of firewalls for the protection of global society under digital surveillance. Personal data has been commoditized and is available, unfortunately, to the interested bidder. It is you, the students, the next generation, who need to think creatively about how to make sure that the human dignity of all, everywhere, is respected. The fourth challenge to dignity is the fragility of democracy. Around the world, democracy needs to be strengthened and protected. In Hungary, Poland, and even France, where anti-democratic speech is becoming increasingly common and normalized among right-wing candidates, democracy needs to be strongly defended. In the United States, one of the world's oldest democracies, we've seen voter suppression to exclude the African-American community from participating in democratic processes. This epitomized a real threat to the essence of democracy. We also watched in horror as a mob of angry people launched an assault on the Capitol in January 2021. This because they rejected the outcome of a democratic electoral process. For us, FIDH, in our 100 years of existence, in spite of global changes and challenges, a key focus has been to remain relevant and responsive to contemporary threats to human dignity and human rights protection. In our 100th year, we seek to look into the future, while at the same time continue to identify and challenge human rights violations around the world. As a federation of member organizations, we place the communities in which our members work at the center of our work. Communities lead the way by shining a light on their contextual situations. They ensure that the law takes its rightful place by contextualizing their struggles for dignity, social justice, and their interconnectedness in their societies. So in this way, human rights is not an externally imposed notion, but one rooted in contextual understanding and action. In short, we at FIDH strive to ensure that human rights make sense as a concept at both local and global levels. When the FIDH was created, it was greatly influenced by the wish of World War I survivors, a wish for peace, as well as the experience of men and women who were living in exile. Today, we continue to stand on the shoulders of those who have gone before us by building on the lived experiences in our communities. This is because we have come to understand that our work should conceptually extend beyond the confines of the narrow legal protection of human rights to encapsulate fundamental values which speak to the question, what comprises
dignity? Is law, while being essential for the protection of universal human dignity, the only tool in the toolbox? Where are the places of education and values? As Anatole France pointed out, law can be a tool weaponized against marginalized groups if it is not infused with fundamental values. Which is why, as lawyers, law students, and teachers, we must never forget that law and rights are powerful tools, but they're not necessarily the only tools available. So before turning to the panel as I draw to a close, I wish to say that as we reflect on the title of today's conversation, The Future of Human Rights and Social and Ecological Justice, I hope I have been able to nudge you just a bit to re-examine our oft-held assumptions about the place and role of law in human rights discourse. Je vous remercie, and I thank you all. La FIDH, qui regroupe les Ligues des droits de l'homme, est réputée, grâce à l'action de René Cassin, être à l'origine de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui fut adoptée en 1948 par l'Assemblée générale des Nations unies. La FIDH a 100 ans. Nous avons choisi, avec Florence Bellivier, d'organiser ce cycle de conférences pour favoriser le dialogue entre universitaires, experts de la FIDH, défenseurs des droits humains et toute personne intéressée par le futur des droits humains. Parce que ce centenaire est une excellente opportunité de témoigner de l'évolution de la pensée et des connaissances quant à la reconnaissance et à la protection des droits de l'homme, tout en ayant la liberté ensemble d'en dresser les écueils, les reconfigurations et les ambitions pour le futur. Les défis sont nombreux et la célèbre formule retenue par René Cassin demeure d'actualité. Il n'y aura pas de paix sur cette planète tant que les droits de l'homme seront violés en quelque partie de ce monde. La dimension universaliste des droits humains, les paradoxes de l'égalité, ainsi que le rôle qu'occupe la protection des droits humains pour le maintien de la paix sont des questions d'une brûlante actualité. La mondialisation des échanges, l'accélération du progrès technologique nous invite, avec Jacques Ellul hier déjà, à réfléchir au système de la société technicienne, à penser l'évolution, voire les transformations des cadres institutionnels, processuels et matériels susceptibles de garantir la place et l'effectivité de la protection des droits humains. Aujourd'hui, l'urgence climatique et notamment les bouleversements du vivant que documentent les scientifiques nous invitent à réinventer les droits humains pour répondre à l'accélération et à l'actualité des menaces, visibles ou invisibles, qui pèsent sur nos écosystèmes. La protection effective des droits humains pour tous et partout demeure l'enjeu du siècle. Il nous invite à éclairer notre humanité d'une modernité nouvelle et à mesurer nos efforts, nos choix, pour y répondre à l'aune du risque d'effondrement écosystémique qui pèse déjà sur plusieurs groupes de population, sur plusieurs parties de notre planète, et dont les effets n'épargneront, nous le savons, aucune société ni aucune espèce vivante. Alors, dans ce contexte, quel futur pour les droits humains? Quels droits humains du futur? Ce sont des questions que nous aborderons de façon interdisciplinaire et collaborative tout au long de l'année 2022. J'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Diane Roman, professeure de droit public à l'École de droit de la Sorbonne, spécialiste du droit des libertés publiques et fondamentales. Elle a écrit plusieurs ouvrages sur les questions de justice sociale, notamment. Elle nous parle aujourd'hui de son dernier ouvrage, La cause des droits, écologie, progrès social et droits humains, un ouvrage limpide et pédagogique, grâce auquel elle dévoile les mouvements du droit, de ses sujets, de ses techniques et de ses systèmes. Je me réjouis de l'échange que nous organiserons ensuite avec le Bureau mondialisation de la FIDH.
représentée par sa directrice, Maddalena Neglia, qui nous parle depuis les Pays-Bas, ainsi que par ses collaborateurs, experts, Maria Isabel Covides et Sacha Feyerabend, qui témoigneront des combats que mène la FIDH pour répondre aux défis liés à la mondialisation des échanges et à l'urgence sociale et climatique. Leur bureau contribue en particulier à faire évoluer le droit international, régional ou local, j'oubliais national, pour que le respect des droits humains, la protection du vivant, soit aussi une obligation pour les entreprises. Ils nous parleront des stratégies et des outils mobilisés par leur bureau pour articuler mondialisation, justice et protection des droits humains. Enfin, je vous invite à commencer par, en tout cas, je commence par donner la parole à Yvonne Yanez. Et je suis Yvonne Yanez et je suis membre fondatrice, comme l'a dit Karine, d'Acción Ecológica. C'est une organisation d'Équateur qui travaille pour plus de 35 ans en faveur des droits humains et des droits de la nature. Alors, dans ces 7-10 minutes, je vais parler un peu de ce qui se passe dans mon pays maintenant. Et je voudrais commencer pour dire qu'il y a eu des progrès très importants en Équateur à propos des droits humains. En 1998, par exemple, ont été reconnus les droits collectifs des peuples et dans la Constitution. Et depuis 2008, ont été reconnus des autres droits des peuples, mais aussi des droits très intéressants, comme par exemple le droit de l'eau comme un droit humain, et aussi les droits de la nature comme un sujet avec des droits propres et particuliers. Par exemple, le droit à être défendu, non? La nature comme un sujet de droit. Et on doit souligner qu'à partir de la Constitution de 2008 en Équateur, l'Équateur est un pays de droit au pluriel et non plus un pays de droit au singulier. C'est peut-être une nuance, mais c'est très important du point de vue de l'exercice des droits en Équateur. Par exemple, on peut aller dans n'importe quel juge, que ce sont des juges constitutionnels, n'importe quel juge, même le juge de transit ou le juge de famille ou n'importe quel juge, a l'obligation de prendre des cas qui ont à voir avec les droits reconnus constitutionnellement. Alors, c'est un pas très important. Mais aussi en Équateur, on a utilisé le droit d'une manière très importante, par exemple par rapport aux entreprises. Comme vous le savez, il y a le grand cas de Chevron Texaco, que c'est un cas qui a été déposé il y a plus de 20 ans auparavant et que les plaignants ont gagné en 2011 et la compagnie Texaco, Chevron, maintenant, doit payer 9,5 milliards de dollars. 9.500 millones de dollars. Et bien sûr, même à ce jour-là, ils se battent toujours pour récupérer auprès de Texaco ce que la corporation doit payer. Et dans ce même sens, Acción Ecológica, depuis sa naissance, a travaillé avec les communautés justement pour que les droits des populations autochtones, paysannes, de pêcheurs, des communautés afrodescendantes, etc., peuvent leurs droits être respectés. Et plus récemment, on a avec la FIDH, on a déposé une plainte à propos de la compagnie Petrooriental, par exemple, à propos de leur torche dans les activités pétrolières qui contribuent au changement climatique. Donc, dans ce sens, nous sommes très motivés et bien sûr très contentes de faire partie de la campagne See You in Court que la FIDH a depuis l'année dernière. Et ça, c'est très important parce que nous sommes dans un contexte international. Par exemple, il y a une guerre par des ressources, par les hydrocarbures et d'autres causes. Nous sommes en train d'une très grande croissance
impunité des corporations transnationales. Et nous sommes en train maintenant de vivre des plus graves crises climatiques. Donc, ce type d'événement comme celui-ci, mais aussi ce que la FIDH fait ensemble avec les ligues, c'est très important. Et bien sûr, le livre de Diane aussi a une importance très particulière dans ce contexte-là. Enfin, je voudrais terminer en ajoutant quelques réflexions sur l'avenir des droits. Les droits humains, comme par exemple les droits civils et politiques ou sociaux et économiques, proviennent d'une conception moderne et occidentale de ce que peut être le bien-être des personnes. Du point de vue européen, disons, mais nous savons qu'il y a une étape très importante du point de vue des droits qui est venue depuis quelques années auparavant. C'est par exemple l'importance de reconnaître les droits collectifs, les droits des peuples indigènes, les droits des communautés, et surtout pour des pays comme l'Équateur, que nous sommes un pays plurinational, avec 14 nationalités autochtones, avec plus de 18 peuples indigènes, afrodescendants, etc. Donc, ces droits, ces nouveaux droits, disons, sont très importants pour l'exercice des droits de ces populations. Et il s'agit des droits pour décider, par exemple, sur quel type de société nous voulons, pour décider comment nous voulons vivre, pour décider comment nous voulons que notre territoire soit respecté. C'est aussi à voir avec le droit à la souveraineté alimentaire et pourquoi pas, par exemple, à la souveraineté énergétique, c'est-à-dire le droit de décider que nous ne voulons pas extraire plus de pétrole ou de minéraux. Et finalement, aujourd'hui, partout dans le monde, des progrès sont réalisés en matière de droits de la nature. Ce ne sont pas des droits environnementaux. Ce sont des droits que la nature a par elle-même. Ce sont par exemple les droits des rivières à avoir leur cours et débit ou à avoir des poissons dans leurs eaux. C'est le droit de forêt à être biodiverse. C'est le droit des oiseaux à voler ou de l'air à être propre. Le droit de la nature sont absolument, bien sûr, interdépendants avec les droits humains, parce que les êtres humains font partie de la nature. Seule la modernité nous a séparés. Et c'est cela qui a créé cette fausse dichotomie nature-société. Et je voudrais terminer en montrant, et je demande à Adéa de mettre l'image que j'ai envoyée. Je voudrais terminer en montrant une image, en montrant cette image du Musée d'histoire naturelle de Paris, que peut-être vous tous connaissez. C'est une sculpture réalisée par Emmanuel Frémier et elle représente une nature brutale, une nature sauvage que fait penser à la soumettre et à la dominer. Donc, l'avenir des droits, le futur des droits doit ouvrir une voie qui rompt avec ce que montre cette image et de concevoir la réalisation des droits humains, des communautés, des peuples, non pas en dominant et exploitant la nature, mais ensemble avec elle, avec la nature et ses droits. Merci beaucoup. Merci beaucoup Yvonne pour cette présentation stimulante de ton action, de tes combats et aussi de cette vision très ambitieuse que tu dessines pour nous et que ton organisation dessine pour nous. On voit déjà comment le futur se dessine aujourd'hui par la reconstruction des états du droit, par le retissage des liens d'interdépendance, par la pensée aussi, comment articuler la pluralité des peuples, des identités avec l'ambition universaliste des droits humains. Ce sont certaines de ces questions et beaucoup d'autres que Diane Roman aura également
eu l'occasion d'analyser, d'observer, de porter, de critiquer également sous certains aspects. Et en tout cas, j'ai été très heureuse de lire la sagacité avec laquelle elle nous a montré et elle nous montre l'évolution de la protection des droits humains à l'aune de ces différents défis que Yvonne, tu viens de nous rappeler. Alors, je laisse immédiatement la parole à Diane Roman, qui a 30 minutes pour nous présenter son ouvrage et sa pensée. Merci beaucoup Yvonne, et merci beaucoup aussi à Alice, que je n'ai pas pris le temps de remercier tout à l'heure, pour la vision qu'elle nous a donnée de la FIDH et quant aux défis à surmonter et à relever pour le siècle à venir. À toi Diane, merci. Merci beaucoup Karine. Si vous saviez la joie que j'ai ici d'être avec vous ce soir ou aujourd'hui, ce matin, ça dépend où vous vous trouvez. Une joie, alors pas seulement en raison des liens d'affection réels que j'ai à la fois pour Florence et pour Karine depuis très longtemps, mais aussi et surtout parce que finalement, j'ai l'impression de vous connaître, j'ai l'impression que vous m'avez tellement accompagnée intellectuellement depuis que je travaille sur les questions de droits sociaux d'abord, puis de droits environnementaux ensuite. Voilà, j'ai l'impression qu'une grande familiarité existe entre nous. Et puisqu'on en est aux aveux, je dois vous dire que voilà, quand même des années et des années, qu'à chaque fois je suis émerveillée et époustouflée par ces deux qualités qu'ont les juristes et les militantes et les militants d'organisations comme la FIDH. La première qualité, c'est une imagination, une créativité incroyable, et il en faut pour imaginer des stratégies qui vont permettre d'aboutir à des contentieux, en trouvant la faille juridique qui va permettre d'engager la responsabilité de l'État, de l'entreprise, de la personne qui est l'auteur d'atteintes aux droits humains. Donc, une imagination et une créativité débordante, première qualité. Et deuxième qualité, une persévérance incroyable, parce qu'il faut prendre le temps, il faut assumer les échecs, il faut dépasser la frustration qui peut naître de ces échecs et il faut remettre à nouveau l'action en route, la mobilisation qui accompagne l'action juridique. Et donc, cette créativité, cette persévérance, vraiment, c'est elle qui a rendu possible l'ouvrage que je suis heureuse de vous présenter aujourd'hui et que je suis heureuse de discuter avec vous. Alors, je voudrais repartir de cette remarque à la fois malicieuse et en même temps extrêmement sage de votre présidente, de Alice, qui s'interrogeait sur la puissance ou l'impuissance du droit comme outil de transformation sociale, outil de changement politique. Et c'est un peu cette idée qui a justifié la couverture du livre que j'ai choisi avec l'éditeur. Et donc, vous pouvez voir qu'il y a une Thémis, Lady Justice, très classique, avec sa balance pour l'équilibre et son sabre, parce que le droit est une arme qui permet de trancher des différends. Mais c'est une Thémis qui est un peu particulière, puisqu'elle a un attribut qui n'est pas commun. Elle a une cape rouge, c'est la cape des super-héros. J'avais même envisagé d'aller un peu plus loin dans la métaphore et de mettre carrément des vrais super-héros qui soient des vrais justiciers comme dans les Avengers. Mais l'éditeur a trouvé que ce n'était pas assez sérieux et que c'était un livre de juriste, donc on allait rester dans une illustration plus soft. Mais malgré l'illustration, l'idée est là. Est-ce que le droit est un super-héros? Est-ce que la justice est une super-héroïne? Est-ce que cela permet d'aboutir à des changements importants? Alors, c'est une question qui n'est pas nouvelle, celle de la puissance des tribunaux, celle du rôle du droit, celle du droit comme une arme permettant de défendre le faible contre le fort, de défendre l'opprimé contre l'oppresseur. C'est une idée qu'on rencontre depuis assez longtemps et je trouve qu'il y a une affaire qui illustre tout particulièrement
cette idée, c'est l'affaire du peuple Ogoni, qui a été jugé il y a un peu plus de 20 ans, en 2001, par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Et c'est une décision qui a 20 ans, mais qui n'a vraisemblablement pris aucune ride, comme vous allez le voir, puisque de quoi est-il question? Eh bien, il est question de la responsabilité d'une entreprise pétrolière pour des atteintes massives à l'environnement en Afrique. Alors, on est en plein dans le contentieux de Total Energy en Ouganda. Eh bien, à l'époque, c'était Shell et c'était le Nigeria. Et une région particulière du Nigeria, dont vous savez que c'est un pays qui est très riche en ressources pétrolières. Et donc, c'est dans le delta du fleuve Niger. Et vivait dans ce delta une population autochtone, le peuple Ogoni. Et le peuple Ogoni, depuis les années 60 et depuis les accords passés entre Shell et l'État nigérian, le peuple Ogoni était exposé à des persécutions massives dans le but de faire partir les habitants et de développer les puits de pétrole. Alors, des persécutions menées par les milices armées par Shell, menées également par l'armée nigériane, et des persécutions qui ont abouti à des meurtres, des villages brûlés, des terres vidées, etc. Et parallèlement, en même temps que cette répression politique, notamment à l'encontre des résistants qui se développaient, bien, parallèlement à cette répression politique, il y a eu des atteintes environnementales majeures liées à l'exploitation des champs de pétrole, donc des pollutions des nappes phréatiques, des pollutions donc, qui ont entraîné des troubles majeurs dans l'équilibre, la biodiversité de la mangrove, et évidemment des atteintes à la santé du peuple Ogoni qui continuait à s'abreuver dans les eaux désormais polluées. Alors, la répression du peuple Ogoni, l'exécution d'un certain nombre de ses leaders, et je pense notamment à Ken Saro-Wiwa qui avait écrit un livre intitulé « Genocide in Nigeria », au début des années 1990 et qui documentait ces exactions et qui fut exécuté à la suite d'un procès truqué par le gouvernement nigérian. Donc toutes ces atteintes aux droits humains ont amené deux organisations, notamment une organisation intitulée CERAC, à saisir la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples pour engager non pas la responsabilité de Shell, mais engager la responsabilité de l'État nigérian. Et la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a rendu une décision qui est considérée comme une décision remarquable, comme une décision historique. On est à l'époque en 2001. Et dans cette décision, la Commission africaine souligne d'une part que le droit à l'environnement, le droit à la protection de l'environnement et de la nature contre des pollutions de toutes sortes, ce droit doit être garanti. Et d'autre part, ces droits environnementaux doivent s'articuler avec d'autres droits dont ils sont indissociables, avec lesquels ils sont interdépendants. Ce sont les droits dits de première et de deuxième génération. Et donc, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples énonce l'idée qu'il y a plusieurs générations de droits. D'un côté, des droits dits de première génération, c'est le droit à la vie, le droit à des élections libres, le droit à la liberté de parole, de croyance. À côté de le droit au respect de la vie privée, le droit au respect des biens. À côté, il y a des droits dits de deuxième génération qui concernent la protection des droits économiques et sociaux, comme le droit à la protection de la santé, le droit à des conditions de travail décentes, le droit à la sécurité sociale. Et puis, il y a des droits dont elle relève le caractère récent, on est toujours en 2001, c'est le droit à la protection de l'environnement, le droit de vivre dans un environnement qui ne mette pas la santé en danger. Et l'intérêt de cette décision rendue par la Commission africaine, c'est de souligner l'interdépendance de ces droits qui s'articulent et qui sont indispensables, qui sont tous, tout autant qu'ils sont, aussi indispensables à la vie humaine.
Et donc, elle condamne de ce fait le Nigeria pour ne pas avoir pris toutes les mesures nécessaires pour protéger l'ensemble de ses droits, pour avoir exposé le peuple ogoni à un certain nombre d'atteintes et pour ne pas avoir notamment pris toutes les mesures qu'impliquaient les différentes conventions conclues avec la société multinationale anglo-néerlandaise Shell. Donc une décision absolument remarquable que certains altermondialistes de l'époque comme Naomi Klein considèrent comme une décision tout à fait pionnière qui certainement montre pour la première fois l'importance du recours au droit, l'importance du recours à la justice pour garantir les droits humains. Bon, 20 ans plus tard, la pollution existe toujours en Ogoniland. Un rapport de l'ONU Environnement rendu il y a quelques années nous dit qu'il faudra plus de 30 ans pour arriver à une dépollution des sols et des nappes phréatiques et pour que l'endroit soit encore vivable, à condition qu'il n'y ait pas de nouvelles pollutions. Or, l'exploitation des champs pétroliers continuant, les pollutions se développent. Et donc, c'est en partant de cette affaire qui est à la fois extrêmement intéressante par le brassage d'idées nouvelles qu'elle met en œuvre, qu'elle met en scène, et en même temps le constat de la relative ineffectivité. De 20 ans après, les choses continuent comme elles étaient avant la décision. Donc c'est en partant de cette affaire que je me suis intéressée à la question de l'effectivité du recours à la justice pour garantir les droits sociaux et environnementaux dont la Commission africaine nous dit qu'ils sont essentiels, qu'ils sont indispensables et qu'ils doivent être garantis. Et c'est le contexte dans lequel ce livre est né, livre qui s'intéresse finalement à deux choses. Je l'ai intitulé, après de nombreuses réflexions, je l'ai intitulé « La cause des droits », parce que vous le savez, cause, ça renvoie à deux significations. Le mot cause en français a deux significations. Le premier, c'est l'idée d'un ensemble de valeurs, c'est l'idée d'un idéal. Et ici, on voit bien que les droits humains constituent une cause, c'est la raison d'être de la FIDH notamment, ça constitue un idéal pour lequel différentes actions sont entreprises, différentes mobilisations sont effectuées. Mais cause, en français du moins, a une autre signification. L'autre signification, c'est celle d'origine, c'est celle de causalité. Une cause, c'est ce qui est à l'origine d'un certain nombre de conséquences. Et l'objet du livre est aussi d'étudier les conséquences que produisent l'invocation des droits humains, des droits sociaux et environnementaux en justice, de voir les effets que cela entraîne, de voir les conséquences pour le droit, les conséquences pour l'ordre juridique, que tous ces contentieux qui se sont développés depuis l'affaire du peuple ogoni ont pu entraîner sur le système juridique et les systèmes juridiques. Et donc, partant de là, de cette idée que invoquer les droits humains en justice, cela produit des effets, je me suis intéressée à différentes questions, en réalité à 4 questions qui constituent les 4 chapitres du livre. Première question, qu'entend-on exactement par droits humains désormais? Est-ce que la décision de la Commission africaine dans l'affaire du peuple ogoni, est-ce que cette décision a été reprise? Est-ce qu'elle est désormais incontestée? Est-ce que tous les juges admettent désormais que les droits sociaux et les droits environnementaux sont aussi importants que le droit au respect de la vie privée ou le droit à la liberté d'expression? Et notamment, est-ce que tous les juges, et quand je dis tous les juges, ça peut être aussi bien les juges internationaux, comme la Cour européenne des droits de l'homme, comme la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, comme la Cour interaméricaine des droits de l'homme, mais aussi les juges nationaux. Le juge équatorien, par exemple, Yvonne nous parlait de ce contentieux qui a opposé l'État de l'Équateur à Chevron Texaco, et un contentieux qui n'est pas fini puisque Chevron ne veut pas s'acquitter des montants de la réparation
auquel pourtant Chevron Texaco a été condamné. Donc, est-ce que le juge équatorien, est-ce que le juge français, est-ce que le juge allemand ou le juge des États-Unis ont des positions similaires ou du moins comparables sur la question de leurs compétences pour garantir les droits sociaux et les droits environnementaux? Bon, évidemment, le livre fait 300 petites pages, donc il ne s'agit pas de faire une analyse exhaustive de l'ensemble des configurations dans chaque pays et chaque système juridique international, mais en procédant par touche, par sondage, on peut se rendre compte que finalement, les positions des juges sont assez différentes et certains juges vont être extrêmement proactifs et vont avoir une jurisprudence très dynamique. Je pense notamment à la Cour interaméricaine des droits de l'homme qui a rendu des décisions absolument remarquables, et notamment il y a 2 ans maintenant, en 2020, dans une affaire dite Notre Terre, l'affaire l'A44 contre Argentine, la Cour interaméricaine a souligné qu'il y avait la nécessité de reconnaître des droits de la nature. Donc, elle a passé le cap d'une approche strictement, enfin, elle a dépassé une approche strictement anthropocène et elle se tourne désormais vers une réflexion très écocentrique en soulignant que la nature a des droits. Elle souligne aussi, comme l'avait fait la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, qu'il faut reconnaître des droits sociaux et des droits environnementaux. Et puis, elle reconnaît aussi la nécessité de protéger les communautés. Et Yvonne nous a rappelé combien, dans le contexte sud-américain ou latino-américain, cette idée de protection des droits des communautés, des droits des peuples autochtones est importante et la Cour interaméricaine le souligne. Donc, très certainement, désormais, on a des juges qui ont des positions extrêmement proactives et qui soulignent la nécessité de protéger effectivement les droits en matière sociale et en matière environnementale. D'autres juges sont sur des positions beaucoup plus prudentes et soulignent que finalement, il faut reconnaître une grande marge d'appréciation à l'État ou une grande marge d'appréciation du législateur pour faire des choix qui finalement seraient davantage des choix politiques que des questions juridiques sur lesquelles les juges peuvent décider, trancher. Et donc, il y a des juges, comme par exemple en France, le Conseil constitutionnel, aux États-Unis, les tribunaux également sont beaucoup plus en retrait et sont beaucoup plus réticents à l'idée d'utiliser le droit comme une arme au service des droits sociaux et des droits environnementaux. Alors même que par ailleurs, la protection du droit de la liberté d'expression, par exemple, ou du droit au respect de la vie privée est fermement affirmée par ces mêmes juges. Donc, un statut, on le voit, toujours ambivalent, différent selon les contextes juridiques de ces droits en matière sociale et environnementale. Alors, deuxième interrogation qui apparaissait déjà dans les discussions précédentes et sur lesquelles j'imagine mes voisins vont revenir, c'est la question de savoir quels sont les titulaires des droits humains. Alors vous allez me dire, c'est une évidence, droits humains égale droits de l'être humain, ce sont les hommes qui sont titulaires des droits dits de l'homme dans la terminologie classique. Pourtant, cette idée, elle est plus vraie depuis fort longtemps, puisque voilà fort longtemps qu'on admet que les entreprises et les personnes morales soient titulaires de droits dits de l'homme, de droits humains. Alors, ça peut être la FIDH, mais comme ça peut être Shell ou Total, qui sont désormais reconnus comme étant titulaires de droits humains. Donc, les personnes morales sont désormais, si ce n'est assimilées complètement aux personnes physiques, tout au moins, elles sont désormais titulaires de droits comme les personnes physiques, c'est-à-dire comme les droits humains. Faut-il aller plus loin? Eh bien, c'est ce que l'on voit apparaître dans tous ces contentieux qui émergent partout, en Amérique latine, en Afrique, en Europe,
Faut-il aller plus loin et reconnaître des droits à d'autres catégories de personnes, indépendamment des êtres humains et des personnes morales? Faut-il reconnaître des droits de groupes, de droits des minorités nationales, de droits des peuples autochtones, des droits qui soient des droits collectifs et qui appartiennent à l'ensemble de la communauté et non pas individuellement à chaque membre de la communauté? Faut-il reconnaître des droits à l'humanité dans son ensemble, composé aussi bien des êtres humains actuels que de ceux à venir? C'est la thématique des droits des générations futures qui apparaît dans un certain nombre de contentieux. Et faut-il sauter le pas et reconnaître des droits à d'autres entités vivantes que les êtres humains, reconnaître des droits aux animaux, reconnaître des droits à la nature, des droits du vivant, qui donc ne seraient des droits spécifiques. Et je reviens sur ce que disait Marie-Vonne, sur le fait que finalement c'est une certaine conception de la modernité qui a séparé l'homme du vivant. Faut-il s'attacher à cette conception-là, qui est une conception du XVIIIe siècle, qui insiste sur la particularité et le caractère très précieux de l'être humain? Ou faut-il considérer que finalement, ce qui nous distingue de l'animal, eh bien, ce n'est pas tellement la biologie, mais des constructions sociales qui ont posé des barrières? Et faut-il lever ces barrières et reconnaître des droits aux animaux? Et si oui, avec quelles conséquences? Cette question des conséquences de l'élargissement des titulaires, des catégories de titulaires des droits humains, évidemment, elles sont très importantes. Il faut prendre le temps de la réflexion parce que considérer que finalement l'être humain n'est pas spécifique en soi et qu'il faut se tourner vers une approche plus écocentrée, reconnaître des droits à la nature, ça peut se justifier, mais est-ce qu'il faut mettre au même plan exactement l'humain, l'animal, la montagne, la forêt, ou est-ce qu'il faut rétablir si ce n'est des hiérarchies, tout au moins des distinctions, des séparations? Comment penser l'articulation entre les droits des individus et les droits des collectifs? Est-ce qu'un membre d'un peuple autochtone qui se voit opposer les droits du groupe, les droits de sa communauté, peut invoquer ses droits individuels contre les droits collectifs? Et puis, dans quelle mesure ces droits reconnus à d'autres entités ne vont pas conduire nécessairement à restreindre nos propres droits si la nature, la forêt, l'animal ont des droits? Est-ce que cela implique de limiter les droits des êtres humains? Si les générations des futures ont des droits, est-ce que les générations actuelles doivent voir leur activité limitée? Il y a plein d'affaires passionnantes. Malheureusement, je n'ai pas pu toutes les citer dans ce petit livre, mais en tout cas, plein d'affaires qui montrent la difficulté qu'il peut y avoir à rééquilibrer, à trouver de nouveaux équilibres entre ces différents droits et toutes les difficultés qu'il y a à répondre à ces questions qui sont des questions philosophiques et politiques majeures. Autre question, si on élargit le champ des titulaires de droits, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi élargir le champ des débiteurs de ces droits? Est-ce qu'il ne faut pas élargir la catégorie des personnes assujetties à des obligations en vertu de l'exigence d'effectivité et de respect des droits humains? Jusqu'ici, lorsque l'on parlait de droits humains, l'approche classique considérait à désigner un débiteur responsable, c'est l'État. Mais c'est une approche qui est désormais totalement dépassée, puisqu'on considère que les droits fondamentaux ont un effet horizontal, que les droits fondamentaux peuvent s'imposer dans les relations entre personnes privées. Est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin et mettre en place des nouveaux régimes de responsabilité, des nouveaux régimes de responsabilité pour les entreprises, Shell par exemple, ou Total, tiens, à nouveau au hasard, mais pas seulement pour les grandes multinationales, peut-être pour d'autres personnes morales encore? Est-ce qu'il ne faut pas aussi, sur la scène internationale, repenser les théories de la responsabilité internationale en reconnaissant notamment des obligations
non pas aux États, mais aux organisations internationales. Bref, il y a là tout un champ de réflexion très important. Et puis, est-ce qu'il faut faire appel davantage au droit pénal? Et ça, c'est une vraie question de fond. Pour protéger les droits humains, est-ce que l'arme du droit pénal doit être mobilisée? Est-ce qu'on sait que de plus en plus, le recours au droit pénal est présenté comme une arme? Est-ce que sur le plan théorique, philosophique, il faut soutenir ce mouvement? Et puis, sur le plan pratique, comment le faire? Avec quels effets? Par exemple, en matière environnementale, est-ce qu'il faut incriminer l'écocide? Alors, en faire un crime en droit interne, le législateur a répondu l'an dernier en considérant que l'écocide ne pouvait être qu'un délit, alors même que la Convention citoyenne avait réclamé l'institution d'un crime. Mais en droit international, est-ce que l'on pourrait imaginer, par exemple, que la Cour pénale internationale soit compétente pour juger d'un nouveau crime international après le crime de guerre, le crime contre l'humanité, le crime de génocide, le crime d'agression? Est-ce qu'on pourrait imaginer que le crime d'écocide soit passible de poursuite devant la Cour pénale internationale? Et si oui, est-ce que ça apportera quelque chose? Compte tenu du bilan actuel de la CPI, on peut aussi s'interroger sur cette démarche qui tend à voir dans la Cour pénale internationale un potentiel sauveur de l'humanité ou à tout le moins de l'environnement. Et puis, dernière question, et j'en finirai là, est-ce que fondamentalement, le droit constitue une arme? Est-ce que saisir le juge est un moyen effectif de faire avancer des causes sociales et environnementales? Et là, je suis désolée de casser l'ambiance. Et je ne voudrais pas vraiment conduire à porter atteinte à cette magnifique qualité de persévérance que j'admirais chez vous, mais on a un certain nombre d'interrogations qui apparaissent dans différents contentieux. Je n'ai pas le temps d'en parler, mais un contentieux moi, qui m'intéresse tout particulièrement, c'est le contentieux d'IMAC Droit, des salariés de McDonald's, pour lesquels l'action en justice afin de garantir leurs droits et de les protéger contre différents faits de harcèlement sexuel ou harcèlement moral, juste s'avère impossible. Il y a des impasses qui viennent soit de différents types d'obstacles. Ça peut être des obstacles à la saisine du juge, ça peut être des obstacles résultant de la façon dont le juge statue, puis ça peut être des obstacles résultant de la façon dont les décisions de justice sont exécutées ou pas, c'est-à-dire restent ineffectives. L'arme du droit, souvent, c'est plus une arme, comme les jeux pour les enfants, une arme complètement émoussée et parfois tout à fait inoffensive, au point d'ailleurs qu'on peut envisager le droit sous d'autres formes et le recours au droit sous d'autres formes que la saisine de la justice pour obtenir la protection de droits en matière sociale et environnementale. On peut utiliser le droit non pas comme une arme, mais comme un bouclier. Et c'est ce que font notamment les militants qui vont invoquer. Alors là, vous avez une image là, de l'occupation du Bourget par des militants d'Extinction Rébellion il y a quelques semaines, au début de l'année, pour protester contre la multiplication des jets privés avec l'impact environnemental de ces jets privés. Donc, ils invoquent l'état de nécessité à l'appui de leurs actions qui sont illégales. Donc, pour se protéger contre des poursuites qui seraient intentées contre eux en raison de leurs actions illégales, ils invoquent un fait justificatif, l'état de nécessité. Et là, on voit que le droit est utilisé, mais pas comme une arme, comme un bouclier des militants, avec des effets d'ailleurs divers, mais on y reviendra. Et puis surtout, ce que l'on voit se profiler, c'est cette idée que finalement, le droit n'est pas, ni le juge ni le droit ne sont des outils effectifs, et certains militants en viennent à abandonner l'arme du droit pour prendre d'autres armes qui, elles, sont plus violentes. Et j'ai beau avoir été extrêmement perturbée, mais dans le bon sens du terme, par ce livre de Andreas Malm, qui est un universitaire scandinave,
et par ailleurs un militant écolo, et qui a publié en 2020 ce livre « Comment saboter un pipeline ». Alors, ce n'est pas un tutoriel, hein, vous ne trouverez pas un mode d'emploi, mais il explique que la non-violence, la désobéissance civile, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, c'est un mythe, et qu'il faut passer à d'autres types d'actions. Alors, il explique lesquelles. Il précise que ce sont des actions ciblées, pas des actions terroristes, mais des actions ciblées, et que c'est le seul moyen de faire avancer des causes que la non-violence ne parvient pas, en tout cas, à garantir effectivement. Est-ce que cette interpellation est fondée? Est-ce qu'il faut abandonner l'arme du droit pour prendre d'autres armes? Ou est-ce que nous, juristes, nous devons justement imaginer d'autres stratégies pour protéger cet idéal de droits humains auquel nous sommes attachés? Comment faire pour refonder un projet qui permette de garantir l'effectivité de ces droits? Évidemment, tout ça, je n'y réponds pas, mais parce que je sais qu'il y a plein de gens beaucoup plus savants que moi qui vont participer à cette réflexion. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Diane, pour ce panorama extrêmement riche et très riche. Surtout, c'est ce que je voulais dire, qui nous montre justement le domaine du droit, même l'extension du domaine du droit dans les ouvertures vers de nouveaux sujets de droit, les mutations du droit. Et on espère quand même avoir cette note positive. Tu nous as montré comment, de l'approche classique, peut-être nous vivons aussi une renaissance du droit, une renaissance du droit qui faut-il le rappeler en cette période trouble, tend à être remise en cause aussi, non pas seulement au regard de ses ineffectivités, mais aussi c'est l'état de droit lui-même qui est remise en cause et qui tend à créer des violences qui sont à la fois institutionnelles, des violences à l'égard des plus faibles. Alors, croyons en cette renaissance du droit et tournons-nous vers ceux et celles qui portent cette imagination et ces combats. Je me tourne immédiatement vers donc Maddalena Neglia, qui est directrice du Bureau Mondialisation, qui nous parle immédiatement depuis les Pays-Bas et qui va nous présenter justement les champs couverts par son bureau et les grands enjeux qu'ils défendent en son sein. Merci beaucoup Diane, et à vous, Maddalena. Merci Karine et merci à Diane, Yvonne et Alice pour les interventions de tout à l'heure. Je voudrais reprendre un peu la question de Diane sur comment nous pouvons faire pour refonder un peu le droit et pour en faire à nouveau un instrument efficace pour justement protéger les personnes et l'environnement. C'est ce que nous essayons de faire dans notre travail de tous les jours et on va essayer de vous l'expliquer. Parce que justement, le travail du Bureau Mondialisation de la FIDH se pose, je dirais, un peu à mi-chemin entre la réflexion théorique qui est celle propre du monde académique sur le droit, les obligations et les sujets de droit et après la pratique de ce que nous vivons et ce que les membres de la FIDH vivent tous les jours et la nécessité de répondre à des situations particulières et d'apporter des solutions aussi concrètes. Et donc, moi, ce que je voulais faire maintenant, c'était un peu de vous expliquer qu'est-ce que nous faisons et laisser mes collègues après aller plus en détail dans un ou deux exemples d'activités pour qu'on puisse aussi essayer de commencer en réponse à cette question qui est très large et qui est très importante aussi. Et c'est vrai que ce que nous faisons, c'est d'utiliser à la fois les espaces existants
parce qu'il faut utiliser ce qui existe pour essayer de répondre aux situations contingentes, mais aussi d'imaginer, on essaye de, comme le disait Diane, d'exercer un peu de créativité et d'imaginer des nouveaux espaces ou de créer des espaces qui ne sont pas encore là. Typiquement, nous travaillons par exemple beaucoup sur documenter les impacts sur les droits humains et sur l'environnement, surtout liés aux activités économiques. C'est le mandat du bureau mondialisation de l'FIDH. Parce que le premier step, je veux dire, le premier pas de ce parcours qui essaye d'apporter des solutions concrètes, c'est dans la documentation. Si on peut déjà voir qu'est-ce qui se passe, dire qu'est-ce qui se passe, quelles sont les violations qu'on voit, faire les liens justement avec les activités de l'entreprise, c'est le premier pas pour qu'on puisse ensuite essayer de trouver des solutions. Et nous faisons ce travail nous essayons de suivre dans la plupart des cas une méthodologie qui vraiment essaie de mettre au centre les communautés affectées, une méthodologie de documentation qui essaie de mettre au centre les communautés affectées. Yvan le sait très bien, parce que on veut que ce soit les communautés affectées et que ce ne soit pas seulement un exercice d'une ONG venue de Paris pour établir quelles sont les violations déjà, qui eux y ressentent et qu'eux ils vivent sur leur terrain et dans leur communauté et dans leur vie. Et ensuite, pour voir ensemble qu'est-ce que pourrait être pour eux une solution acceptable, un remède. Et donc, on part de cet exercice de documentation qui n'est pas facile, qui a beaucoup de challenges et de défis. Je n'ai pas le temps d'aller maintenant dans les détails, mais si vous avez des questions, ensuite, on pourra essayer de répondre. Et après, on essaie d'utiliser ce travail-là de documentation pour répondre à cette question et pour... et d'utiliser le droit. Alors, à la fois le droit existant, et ça, on le fait avec le contentieux. Et ma collègue Marie-Isabelle va vous dire plus tard de certains exemples de contentieux. Mais on essaie aussi de créer des nouveaux espaces, et ça, on le fait avec le plaidoyer. Et notamment le plaidoyer pour le renforcement du cadre normatif à la fois international et régional, concernant les violations liées aux activités de l'entreprise. Les temps du droit sont quand même très longs et parfois les temps de la justice sont beaucoup plus longs de ce qu'on pourrait espérer. Diane a parlé du contentieux concernant Shell et le peuple Ogoni. Il faut savoir que la semaine dernière, il y a eu une décision dans le tribunal néerlandais sur ce cas. Donc, on est maintenant, c'est 95-2022, donc presque 40 ans après les faits. Le tribunal que l'année dernière, donc le droit, c'est un peu comme ça, le contentieux, parfois ça nous fait espérer, parfois ça nous fait un peu désespérer. Donc, si l'année dernière, le tribunal néerlandais avait quand même reconnu la possibilité d'une culpabilité de Shell en tant qu'entité morale dans cette affaire, et bien, la semaine dernière, malheureusement, ils ont décidé qu'il n'y avait pas assez de preuves pour déterminer la culpabilité dans le cas c'était dans l'espèce, parce que c'est un cas complexe avec plusieurs types de violations. Dans le cas où on parlait de la corruption que Shell aurait fait au Nigeria et qui aurait après conduit aussi à l'assassinat de certains des leaders du peuple Ogoni. Et donc, voilà, on est toujours dans cette dynamique un pas en avant, un pas en arrière, et c'est une dynamique longue. Donc, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est de renforcer les cadres normatifs qui va permettre plus d'actions contentieuses aussi et plus on l'espère, une reconnaissance plus facile de la responsabilité. Une responsabilité qui peut être évidente dans les faits, mais beaucoup plus difficile à prouver sur un point de vue, sur un plan juridique.
Et ce renforcement, selon nous, passe aussi par l'adoption d'un traité international visant les entreprises multinationales pour des violations des droits humains. C'est des discussions qui ont lieu maintenant à Genève depuis maintenant 6 ans, mais en réalité, c'est des discussions qui ont commencé dans les années 70, parce que c'est là qu'on a commencé à réfléchir sur, et c'est un peu triste de devoir dire que depuis les années 70, d'un côté, la réflexion académique, juridique, se plonger sur la question est-ce que les entreprises peuvent être vraiment destinataires d'obligations juridiques au niveau international? Eh bien non, parce que c'est des obligations qui concernent les États et parce que l'ordre juridique international est fait par les États et les entreprises, lorsqu'en fait, dans la pratique, les entreprises sont des acteurs à plein pouvoir sur le plan international. Elles ont même des droits en tant qu'investisseurs sur le plan du droit international de l'investissement, des droits assez puissants face à des États, parce qu'elles peuvent amener devant un tribunal arbitral des États. Mais on est encore toujours et on est encore à la discussion de l'hypothèse est-ce qu'elles peuvent être destinataires d'obligations. C'est pas pour autant que la société civile, elle s'est arrêtée, elle a désespéré. Donc, c'est grâce aussi aux efforts de la société civile qu'un nouveau espace de discussion a été créé à l'ONU à Genève, un groupe de travail intergouvernemental pour discuter d'un instrument juridique contraignant sur cette question. Et après des années de difficultés, on doit dire, et mon collègue Sacha va en parler tout à l'heure, que ça commence à devenir un espace de vraies négociations autour d'un vrai texte et où les États viennent un peu plus étoffés, un peu plus prêts aussi à négocier. Et c'est aussi... j'essaye d'expliquer un peu la complexité du travail pour qu'on puisse avoir des avancées au niveau international. On essaye aussi d'avoir des avancées au niveau régional. Et c'est ça qui est très important parce que, par exemple, on sait très bien que si l'Union européenne elle-même ne bouge pas sur cette question, ça va être difficile qu'au niveau international, on puisse avoir un alignement et un consensus large qui permettra l'adoption d'un texte et qui sera ensuite aussi ratifié par un nombre d'États conséquents et qui pourra donc avoir une certaine efficacité sur le terrain. Et donc, on essaye de travailler aussi au niveau européen pour l'adoption d'une législation européenne obligeant les entreprises à prévenir et à remédier aux impacts sur les droits humains et sur l'environnement de leurs activités. Et essayant d'attacher à cette obligation aussi une responsabilité dans le cas où l'obligation n'est pas respectée, parce que ça nous semble fondamental. Donc, j'ai essayé un peu de vous fournir le cadre de notre travail. C'est un travail passionnant, difficile, mais je pense que la réponse un peu à la question, c'est vrai que parfois on peut se sentir démuni ou impuissant face à ces temps du droit et de la justice qui sont très longs et qui nous permettent pas forcément, et des questions qui nous semblent très techniques vis-à-vis à des situations qui, elles, en revanche, sont concrètes. Si on a une pollution, si on a des floods qui vont détruire une communauté, on est face à une réalité. Et c'est compliqué de dire à la communauté, en fait, vous savez, selon le droit, les entreprises ne sont pas titulaires d'obligations, donc on ne peut pas vraiment redresser cet impact. Et donc, c'est ça qu'il faut remettre un peu, on trouve sur la même ligne. D'un côté, la réalité, avec parfois, c'est une réalité dure, et le droit qui doit être capable de répondre à cette réalité. Nous, on y croit et c'est la raison pour laquelle on fait ce travail, mais on pense il faut plus de ça, il faut plus de société civile, plus de communautés et des académiques qui puissent travailler ensemble pour, encore une fois, mettre sur la même ligne le droit et la réalité. Et je laisserai mes collègues compléter sur ce que nous faisons en concret. Et je m'excuse d'ores et déjà, je vais devoir partir, mais je suis sûre que Sacha et Marie-Isabelle
auront toutes les réponses aux questions qui seront posées par la suite. Merci beaucoup encore pour cette conférence. Merci beaucoup, Madalena, pour ton intervention. Je ne sais pas qui a choisi le terme, le nom de ton bureau, de votre bureau, Bureau Mondialisation, mais en tout cas, c'est certain que c'est évidemment les transformations que nous vivons sont évidemment celles qui résultent de ce mouvement qui, depuis longtemps, parmi les juristes, est observé et qui, pour protéger les droits humains, est susceptible de remettre en cause même l'ordre international et certains fondements de nos ordres nationaux. Je ne veux pas prendre plus de temps. Ton intervention appelle à plein d'observations, mais je vais immédiatement laisser la parole. Alors, je ne sais pas si c'est Sacha ou Maria-Isabelle d'abord, pour qu'ils aient le temps, eux aussi, de présenter leurs activités. Merci beaucoup, Madeleine. Oui, bonjour à toutes et tous et merci infiniment pour l'invitation et pour le débat très intéressant. Je pense que dans tous les cas, Diane et Madalena ont une présentation déjà assez complète et exhaustive de la question. Je voulais revenir peut-être un peu spécifiquement sur le travail que fait la FIDH concernant le développement de nouvelles obligations pour une nouvelle catégorie d'acteurs qui sont les acteurs économiques. Point 3 de la présentation de Diane, c'est quelque chose qui fait partie, donc qui n'est pas un débat qui est particulièrement récent, comme le disait Madalena, qui est aussi le fait que les sociétés transnationales, par exemple, mais les entreprises de manière générale, aient des responsabilités au regard des droits humains et de l'environnement. C'est aussi un message que porte la société civile et notamment la FIDH depuis, je pense, au moins 2 décennies actuellement. Mais c'est vrai que c'est souvent une question à laquelle, c'est souvent une question qui a été posée, mais dans l'arène internationale, en tout cas, qui a eu des réponses qui ont été particulièrement insuffisantes. Et en l'occurrence, Diane, vous parliez d'échecs. Dans les années 70 déjà, les États récemment décolonisés, par exemple, posaient la question conjointement de la souveraineté et la libre gestion des ressources naturelles en même temps que le contrôle sur les sociétés transnationales. Il y a eu des efforts aux Nations Unies déjà à partir des années 70 pour créer un code de conduite sur les sociétés transnationales, voilà, au regard de notamment au regard des droits humains. C'est un premier déjà, ça c'est un premier projet qui a été enterré assez rapidement. Et puis ensuite, au début des années 2000, on peut citer aussi le projet de normes sur les sociétés transnationales, donc qui essayait, pareil, d'avoir une forme qui avait été écrit par un groupe d'experts et donc qui essayait de créer un texte, qu'on proposait un texte avec des obligations en droit international s'appliquant directement aux entreprises au regard des droits humains et encore une fois, sous la pression à la fois d'entreprises, mais aussi avec une réticence particulière d'un certain nombre d'États. On a eu aussi ce projet-là qui a été enterré. Donc, c'est une question qui fait partie du débat, notamment international, depuis un bout de temps et qui a aussi fait l'objet d'une tension très forte en termes d'options de gouvernance. On va dire. On a à la fois des gens qui ont proposé une approche qui a été celle de la soft law, qui a été beaucoup plus facilement aussi reprise parce que potentiellement plus consensuelle, tandis que tout un tas d'acteurs, dont notamment la FIDH, ont défendu voilà, encore une fois, le développement de normes contraignantes directement. Donc, en 2011, notamment, on a eu l'adoption par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies des principes directeurs sur les Nations Unies sur les entreprises et les droits de l'homme, qui déjà essayent d'opérer un certain nombre de clarifications en droit international, qui essayent de créer un certain nombre de clarifier un certain nombre de standards, mais qui n'ont pas le pouvoir de contraindre les entreprises, donc qui disposent d'une responsabilité de respecter les droits de l'homme, par exemple, pour les entreprises, d'une responsabilité de protéger les droits humains aussi pour les États au regard des impacts des entreprises. Et tout ça pour dire que je pense qu'on est à un point actuellement qui est assez particulier, c'est qu'on est 10 ans après l'adoption de ces principes directeurs-là,
et qu'on est un peu face à un paradoxe, c'est que tout le monde parle aujourd'hui le langage des droits humains, notamment les acteurs économiques parlent droits humains au quotidien. Et en même temps, notre travail, notamment notre travail de documentation que décrivait Maddalena, montre que malheureusement, la situation a trop peu changé quand il s'agit du bilan des acteurs économiques sur les droits humains. Quand la FIDH typiquement travaille avec des communautés affectées, je pense à un exemple au Brésil, la communauté de Piquia de Baixo, qui est une communauté de l'État de Maranhão au Brésil, dont l'industrie sidérurgique s'est installée vraiment au pas de sa porte, et donc avec des impacts particulièrement forts sur la santé, sur l'environnement, etc. Ça fait 10 ans qu'en coalition, on va dire, la communauté des organisations locales et des organisations comme la FIDH travaillent pour documenter, dénoncer ces abus, travaillent aussi pour mobiliser tout un tas d'acteurs, que ce soit les Nations Unies, que ce soit l'OCDE, pour faire en sorte aussi que les entreprises, que les investisseurs, que l'opinion publique soient au courant de ces atteintes. Et néanmoins, après 10 ans de mobilisation exemplaire vraiment de cette communauté-là, on a des victoires, mais des victoires qui sont un peu en demi-teinte. On a par exemple un projet de relocalisation qui a pu être gagné. C'est particulièrement important pour que la communauté soit plus loin des usines qui polluent au quotidien, mais c'est encore un peu au stade de projet malheureusement, et on n'a pas encore des membres de la communauté qui sont vraiment loin de ces impacts-là. Et je pense que Marie-Isabelle reviendra un petit peu plus sur ce genre de cas, mais c'est pour vous dire aussi que dans le travail un peu quotidien qu'on peut avoir, on s'appuie aussi beaucoup sur la réalité dont parlait Maddalena pour aussi montrer les insuffisances du droit actuel, mais aussi qu'il faut faire progresser ce droit-là, que ce soit à un niveau international, à un niveau régional, à un niveau national. Et ce n'est pas évidemment que la FIDH qui fait ce travail-là, c'est aussi un message qui est envoyé par une multitude aussi d'organisations de la société civile et autres. Et en somme, à force aussi de scandales qui ont pu marquer l'opinion publique, à force de faire ce travail-là un petit peu quotidien, je pense que la société civile a au moins réussi à faire passer un message qui est celui, encore une fois, des limites du droit mou à répondre à ce genre d'enjeu, et qu'aujourd'hui, voilà, c'est difficile pour le législateur de ne pas répondre à cette question-là, qui est mais le droit contraignant et pourquoi ne pas le mobiliser pour répondre à ces soucis, pour faire en sorte qu'on ait des moyens de prévenir, de punir, de remédier aux atteintes aux droits humains résultant des activités des entreprises, mais aussi des moyens d'améliorer les voies d'accès à la justice pour des communautés affectées par ce genre d'activité-là. Et alors, on est, je pense, un peu à la croisée des chemins actuellement, c'est-à-dire qu'on a vu tout ce travail-là, il a réussi, comme le disait Maddalena, à lancer un certain nombre de projets de développement de normes internationales. Et maintenant, une question qui se pose, c'est quelles normes internationales, à quoi elles ressembleront, et est-ce qu'elles seront aussi à la hauteur des enjeux. Donc, peut-être un peu plus précisément, je vais peut-être revenir sur les normes, la négociation à l'ONU dont parlait Maddalena. En 2014, il y a une résolution qui a été votée par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies qui mandate un groupe, qui donne mandat à un groupe de travail international, un groupe d'États auquel tous les États des Nations Unies peuvent participer pour élaborer un instrument juridiquement contraignant visant à réglementer dans le droit international des droits humains, des droits de l'homme, en l'occurrence dans la résolution, les activités des sociétés transnationales. Et depuis 2014, on a chaque année des États qui se réunissent à Genève pour discuter de quel pourrait être ce traité-là. C'est aussi un projet qui a été particulièrement défendu par la société civile, et notamment la FIDH. Il y a plus de 1000 organisations qui sont réunies sous une même bannière qui était celle d'une alliance qu'on appelait l'Alliance pour un traité, et qui, chaque année,
peut-être essaye de faire 3 choses. D'abord, mobiliser les États pour qu'ils soient au rendez-vous de ces négociations-là. Deuxièmement, défendre l'idée d'un traité international qui puisse répondre aux enjeux. Et troisièmement, aussi influer directement sur le contenu de ce traité-là. Donc, il y a aussi tout un travail d'expertise. Chaque année, maintenant, on a des propositions de traités qui sont publiées, et donc un travail d'expertise, de propositions, d'amendements concrets que fait la société civile aussi, et propose aussi aux États de défendre. Voilà, c'est ce mouvement vers le droit plus contraignant, il a aussi lieu, et c'est ce que disait Maddalena, à un niveau national. En France, on a une loi pionnière depuis 2017 qui s'appelle la loi sur le devoir de vigilance, qui régule aussi les chaînes de valeur mondiales, et donc qui impose un devoir de prévenir les atteintes aux droits humains et à l'environnement pour les sociétés mères des multinationales basées en France, et qui permet aussi des voies d'accès à la justice. Ce n'est pas qu'en France qu'on a des lois comme ça. Depuis le vote de la loi française, on a eu beaucoup d'États, notamment d'États européens, qui ont ou bien eu des propositions de loi ou bien des lois. C'est le cas notamment en Norvège ou en Allemagne, qui adoptent des modèles un peu différents. Mais on a aussi surtout un projet de directive européenne qui a été aussi lancé en 2020 et dont on a eu pour la première fois il y a quelques semaines une proposition, un vrai texte qui commence à être négocié, de directive sur le devoir de vigilance. Et donc, voilà, je vais peut-être m'arrêter là, mais simplement pour dire que je ne sais pas exactement ce que seront les normes du futur, ni même si elles seront à la hauteur des enjeux. Mais je pense qu'on peut avoir 2 certitudes. La première, c'est que les débats qui ont lieu actuellement sur ces instruments-là vont être particulièrement importants pour la suite, et que vraiment, on n'a aucune certitude sur le fait que ce soit des instruments ambitieux ou non, mais que ça va être notre rôle de pousser. Et voilà, la deuxième, c'est ça, c'est que je pense qu'il y a une diversité, un nombre très important aussi d'organisations de la société civile qui s'organisent de plus en plus aussi pour essayer de répondre à cet enjeu de gouvernance-là, et la FIDH en fera partie. Merci beaucoup, Sacha, pour cette présentation stimulante justement sur cette organisation sur les enjeux qui peuvent être posés parfois par des gens qui peuvent servir aussi de modèle comme l'Union européenne. Alors, un modèle qu'on peut critiquer, mais on a vu que dans le domaine de la protection des données, par exemple, ça pouvait avoir aussi une influence au-delà des frontières. Moi, j'ai envie de vous poser plein de questions, mais c'est la parole immédiatement à Maria Isabelle qu'il faut que je passe. Pardon, c'est pas très joli ce que je viens de dire, mais je vous transmets la parole. Et merci encore à Sacha. Merci beaucoup, Karine. Est-ce que les interprètes m'entendent bien avec le micro? Ok, très bien. Donc, j'avais préparé quelque chose, mais avec tous les commentaires et provocations, vous m'avez vu prendre des notes. J'ai un peu essayé de réviser ce que j'allais dire pour répondre à certaines questions, et j'espère que ça tiendra la route. Donc, restez avec moi pendant cette fin des conférences un peu longue. J'espère que je vais quand même garder votre attention. Donc, je voulais aborder les points sur les futurs des droits humains du point de vue du futur des sujets des droits. C'est un des éléments qui a été souligné par Diane. Et c'est là en 2 temps. D'abord, parler quelles sont les tendances actuelles de l'action climatique et comment ces tendances illustrent une tendance plus large dans les contentieux des droits humains. Et deuxièmement, dans ces tendances qui signalent un peu la forme qui prend les contentieux, mais aussi les droits, des droits humains, quelles conséquences juridiques, quelles conséquences pour la conception du droit, pour les concepts de droit, pour la théorie du droit également. Donc, pour les premiers points, un aperçu très rapide, c'est un aperçu qui n'est pas fait par moi ou par la FIDH, mais qui est les Climate Litigation Snapshot, qui est fait tous les ans, et qui indique certaines tendances
principales dans les contentieux climatiques. Donc d'abord, un constat clair de la continuelle croissance des actions climatiques. Les nombres continuent à grandir, notamment depuis 2015. On a plus de 1000 actions en justice qui ont été intentées pour faire avancer l'efficacité des actions climatiques, que ce soit par les États ou par d'autres acteurs. Et, deuxièmement, parmi ces pools de 1000 actions, une croissance aussi des litiges stratégiques, c'est-à-dire des litiges qui ne visent pas uniquement à protéger les droits individuels d'une communauté ou d'une personne ou d'un groupe, mais aussi visent à apporter une transformation sociale plus large, visent à avoir un impact au-delà de leur juridiction dans la conception du droit, dans la définition des droits, dans les moyens d'action. Troisième constat, malgré ces panoramas obscurs du changement climatique, de l'inaction des États, le bilan des résultats des actions qui ont déjà trouvé une décision est plutôt du succès. La majorité d'actions dans un bilan peut se dire qu'on a obtenu des décisions favorables. Certainement, comme disait Sacha, peu a changé sur les terrains peut-être, mais il y a quand même des espoirs, même si parfois ce n'est que des chiffres, il y a quand même des bonnes décisions. Mais ici, on parle de la croissance, ce n'est pas que des litiges plus nombreux, il y a aussi une croissance par la diversification des contentieux, à la fois une diversification des sujets qui sont objets de ces litiges, parce que alors que dans une première vague, ils s'étaient concentrés sur la responsabilité de l'État, aujourd'hui, on voit de plus en plus d'actions qui ciblent les acteurs privés et non pas seulement les entreprises, mais aussi les acteurs financiers, les fonds de pension, les distributeurs. Deuxième point de diversification, une diversité des juridictions plus grande. Donc, alors que dans une première vague, la plupart de ces contentieux ont été concentrés dans les juridictions du Nord et notamment aux États-Unis, même si aujourd'hui, la majorité des cas continuent à avoir lieu aux États-Unis et dans des juridictions du Nord, on voit un nombre croissant des actions dans les juridictions du Sud, des pays du Sud global. Ce qui est intéressant, et je vais revenir sur la stratégie, pourquoi cela a lieu. Et troisième point, un plus grand impact des contentieux par la croissance de ces actions stratégiques, mais aussi par un soutien renforcé des citoyens aux actions en justice. Et donc, c'est là pour un peu contester un peu les points de l'abandon du droit. Dans les cas du contentieux climatique, on voit que, par exemple, l'action ou les cas de VCW en Belgique, qui avait reçu en, je ne sais plus quelle année, 2000, le soutien de 600 000 citoyens, l'affaire du siècle, plus récemment, a reçu le soutien de 2,3 millions de citoyens. Donc, on voit vraiment que les citoyens ne se mobilisent pas que dans les rues, mais qu'ils utilisent le droit comme un moyen d'action, comme un moyen de changement social. Et donc, cela accompagné d'une diversification des stratégies. Et la stratégie que je voudrais souligner le plus, c'est que alors que dans un premier temps, les contentieux climatiques se concentrent sur un fondement constitutionnel ou administratif, les lois constitutionnelles ou les règlements, aujourd'hui, on voit de plus en plus une utilisation d'arguments des droits humains ou du droit international. C'est intéressant puisque ça souligne l'interdépendance entre les droits de l'homme, les droits humains et l'environnement. Certains parlent de droits environnementaux, les droits de la nature aussi. Et même si c'est une tendance qui démarre à peine et où on voit, contrairement à la tendance globale, qu'il y a encore plus de cas qui reçoivent presque autant de cas qui reçoivent des décisions négatives que des décisions
favorables lorsqu'il s'agit des cas qui utilisent cet argument des droits humains. La deuxième chose, c'est pour la responsabilisation des entreprises, il y a une stratégie aussi, je l'ai déjà dit, ne pas cibler uniquement les entreprises directement concernées, donc notamment celles du secteur de l'énergie et des énergies fossiles, mais aussi d'autres acteurs économiques, notamment financeurs, investisseurs, qui peuvent avoir une forte influence sur d'autres acteurs. Et donc aussi l'utilisation des nouveaux outils de droit, ou peut-être parfois pas des nouveaux, mais qui étaient là et qui sont réinventés et réutilisés sous d'autres formes. On voit, et c'est pour ça, là aussi, qui revient et qui devient intéressante, la croissance des contentieux dans les juridictions du Sud. C'est parce que dans ces juridictions, il y a par exemple, comme en Équateur, la reconnaissance au niveau constitutionnel des droits de la nature ou de la plurinationalité, les caractères plurinational de l'État. Ou parce qu'on se retrouve face à des entreprises qui ne peuvent pas être tenues responsables dans leur pays d'origine. Et notamment, par exemple, on parle des entreprises chinoises, des entreprises étatiques qui sont difficilement redevables devant leur État. Et ces points de la campagne de la FIDH aussi in Court s'inscrit vraiment dans cette tendance. Elle mène et inscrit, apporte de nouvelles actions dans les juridictions du Sud contre les entreprises pour leur responsabilité et leur contribution au changement climatique et à la dégradation de l'environnement, en faisant les liens avec les droits humains et en soulignant cette interdépendance. Et là, je voudrais passer au deuxième point. Oui. Donc, quelles sont les conséquences juridiques de ces contentieux? Je pense d'abord, il y a un changement de paradigme et je voudrais l'illustrer avec les cas en Équateur. C'est un changement de paradigme qui, à un premier regard, semble être le changement de paradigme d'un droit centré dans les humains vers un droit centré vers la nature. Mais l'analyse de certaines décisions récentes de la Cour constitutionnelle équatorienne, à mon avis, indiquerait plus une transition vers une vision individualiste du droit, vers une compréhension plus systématique, où on rend compte de l'interdépendance des éléments du système ou de l'écosystème, compris non seulement comme les éléments de la nature, mais aussi de l'homme. Et donc, les droits ne seraient pas protégés. La nature n'est pas protégée uniquement parce qu'elle est fonctionnelle à l'humain, mais les droits humains sont protégés parce qu'ils ne peuvent pas être réalisés sans une protection intégrale des droits de la nature. Et la nature entendue comme les cycles de la nature, sa structure, sa fonction, ses procès. Les cas dont parlait Yvonne de Petro-Oriental est très intéressant puisque l'argumentaire mettait en avant justement que l'impact sur les cycles du carbone est en soi une violation du droit de la nature. Et cette violation du droit de la nature est une violation aussi des droits culturels, économiques et sociaux des peuples Waorani qui habitent en Amazonie. Et la question est donc comment cette protection du vivant, cette vision écosystémique du droit a des conséquences dans la façon dont on conçoit l'étendue des obligations des différents sujets des droits et donc notamment les entreprises. Bon, je vais sauter, mais il y a d'éléments comme les principes pro natura, c'est-à-dire interpréter les droits en faveur de la nature, les principes de tolérance, quelle est la limite jusqu'où la nature tolère que l'homme vienne la déranger, mais aussi une dimension immatérielle qui apparaît pour la reconnaissance de certains droits, comme les droits à la terre. Les droits à la terre apparaît maintenant lié à un autre concept qui est celui du territoire, qui n'est plus uniquement la limitation matérielle de la terre, mais qui comprend aussi toute la dimension
bioculturelle des droits des peuples autochtones. Donc, vraiment, on irait vers une vision plus interculturelle ou bioculturelle du droit dans le futur. Et pour conclure, je voudrais juste peut-être répondre à cette idée de la limite du droit. La limite du droit, c'est vrai, et les cas qu'on a portés dans cette campagne, si une cour montre les limites. La capture des juges, la pression et les pouvoirs des entreprises entraînent des décisions négatives. Et là, on retrouve la limite du droit. Mais je voudrais distinguer ces limites du droit de la limite des droits et des droits humains, puisque au final, ces droits humains sont aspirationnels. Et comme le disaient Sacha et Madalena, dans la réalité, on est bien loin d'avoir atteint ces droits. Donc, si on parlait des droits du futur, je ne pense pas que ce seraient d'autres droits différents que ceux qu'on a aujourd'hui. Que si on abandonne le droit parfois puisqu'il est inefficace, on ne doit pas abandonner les droits humains. Et on doit juste renforcer nos stratégies, diversifier nos outils de défense et utiliser justement la créativité dont parlait Diane pour réinventer, pour renforcer la lutte et la défense des droits humains. Immédiatement donner la parole alors, à la salle virtuelle pour commencer à Aude Farinetti, qui est maître de conférence à l'Université Paris-Saclay et qui est une environnementaliste, comme on dit. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'à l'Université Paris-Saclay, parce que je vois notre directeur qui est là parmi nous en salle, on a lancé un observatoire du Green Deal et ce sera peut-être l'occasion ensuite dans le débat d'en reparler puisque les différentes mesures qui sont prises et qui ont un impact sur les droits humains, ils seront observés. Aude, je te passe la parole et puis ensuite je prendrai les questions dans notre salle physique qui aura ensuite la priorité. Est-ce que tu... Oui. Ok, vous m'entendez? Tu m'entends, Karine? Oui, très bien. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup, Karine, de me donner la parole. Merci infiniment de m'avoir invitée à cette conférence, puisque ça a accéléré ma découverte de l'ouvrage de Diane Roman, que j'ai vraiment dévoré avec passion. C'est un ouvrage qui renouvelle un peu la question de la confrontation entre le droit dédié à la justice environnementale et le droit dédié à la justice sociale. C'est une approche très intéressante. Alors, la forme de l'ouvrage est particulièrement, particulièrement stimulante dans la mesure où vous présentez d'abord des cas qui révoltent juste suffisamment pour qu'on ait envie d'approfondir les questions techniques et précisément de nous armer pour y remédier. Donc, vraiment, j'invite tous ceux qui n'auraient pas encore lu l'intégralité de cet ouvrage à se plonger dedans. Alors, comme la soirée est déjà très avancée, je ne vais pas prendre trop de temps pour cette prise de parole. Ce qui m'a particulièrement intéressée dans cette confrontation, c'est les points communs qu'il y a entre la lutte pour la justice sociale, enfin l'utilisation du droit en faveur de la justice sociale et l'utilisation du droit en faveur de la justice environnementale. Donc, il y a des points communs qui sont assez évidents. Le droit ces deux types de droits sont des droits de combat. Il s'agit à chaque fois de prendre la défense du pot de terre contre le pot de fer. Mais on a aussi des tas de similitudes techniques, la prudence du juge, pour des raisons qu'on sollicite beaucoup, mais qui est timide parce qu'il fait face à la question de la légitimité démocratique, mais aussi à des problématiques techniques qu'il n'est pas forcément armé pour traiter. Le rôle aussi de l'État dans le champ des acteurs, sa singularité aussi dans le champ des acteurs, puisque c'est le seul sujet du droit international, mais vous le montrez très bien, Diane Roman le montre très bien, l'État doit aussi plier face à des organisations internationales qui sont dotées d'une grande puissance par le droit et en même temps d'une grande impunité. Donc, le rôle de l'État est extrêmement intéressant
qu'il s'agisse de protéger l'environnement ou les droits sociaux. Il y a aussi les limites de la responsabilité sociale des entreprises, qui à bien des égards relève plus du discours que d'une action concrète, hein, ou d'un engagement sincère. Bon, il y a toute une série de points communs qui rendent la confrontation très stimulante et très féconde. Et puis, il y a aussi un certain nombre de paradoxes. Celui peut-être qui m'a le plus frappé, c'est le fait qu'on s'appuie sur la protection de droits humains pour remédier aux effets dévastateurs du libéralisme économique, finalement, hein. Mais finalement, par cette approche-là, en termes de droit, eh bien, on va aboutir à la protection d'intérêts individuels égoïstes, d'une certaine façon, hein. Pour reprendre l'expression de Judith Rochefeld, elle parlait d'une bande de moi, hein, qui agirait au contentieux et qui, par les caractéristiques mêmes de cette action, serait impuissant à impulser une véritable transformation sociale. Donc, les droits humains sont un moteur, un levier, mais aussi peut-être un carcan étroit pour porter des transformations plus profondes. Et c'est peut-être dans ce sens-là, j'arrête là, mais dans ce sens-là que j'aimerais peut-être interroger l'ensemble des panélistes, puisque là, la réflexion universitaire est très complémentaire de l'action concrète sur le terrain, hein, des personnes engagées, activistes ou autres. Alors, les deux axes, moi, il y a une question qui m'a taraudée tout le long de ma lecture, c'est dans cette approche transversale et dans cette confrontation entre ces deux champs, qu'est-ce qui vous semble le plus opportun de transférer du droit dédié à la justice environnementale vers le droit dédié du droit dédié à la justice sociale vers le droit dédié à la justice environnementale, peut-être même inversement. C'est une première chose. Et la deuxième chose, ce serait quelle place, évidemment c'est tout l'objet de ce livre, hein, mais la place du droit dans le combat pour la justice sociale et environnementale. Vous dites très justement que juridiciser, dans une certaine mesure, c'est dépolitiser. Or, vous concluez sur le fait que le combat sera politique et la victoire se fera nécessairement sur ce terrain-là, puisque le droit, finalement, est assez impuissant, hein, à relever les défis. Donc, ça, c'est une première chose. Et puis aussi, s'agissant de l'attribution de nouveaux droits à la nature, par exemple, la personnification, etc., des débats qui sont très en vogue aujourd'hui, moi, je me demande si on ne cherche pas là à opérer une rupture anthropologique qui est nécessaire, mais qui ne peut pas passer par le droit. Moi, c'est vraiment une question que j'ai à l'esprit. Je me demande si ça ne relève pas un peu d'un forçage hors sol, en tout cas dans certaines cultures, hein, bien sûr pas partout, hein, mais en tout cas en Europe. Est-ce que ce n'est pas un peu présumé de la performativité du droit que de penser qu'en instaurant des droits à la nature, on va aboutir à cette rupture anthropologique nécessaire, et est-ce que finalement on n'a pas d'autres outils qui seront tout aussi efficaces dès lors qu'on aura effectivement amélioré notre rapport à l'environnement. Voilà. Pardon si j'ai été un peu longue, et merci d'avance pour vos réactions. Merci beaucoup, Aude. Je laisse immédiatement la parole à Diane, qui a été interpellée à ce moment-là, et j'invite les personnes dans la salle à se manifester pour que je transmette rapidement ensuite la parole, et dans la salle virtuelle comme dans la salle physique. Diane, sur les questions et les observations d'Aude. Oui, merci beaucoup pour toutes ces remarques et c'est très frustrant là, de ne plus avoir le temps de la discussion pour y répondre longuement, mais j'espère qu'on aura d'autres occasions de le faire. Donc, juste très brièvement, peut-être Maria-Isabelle voudra répondre à la question sur l'environnement dans la foulée de ce que vous avez dit. Je voudrais principalement revenir sur la question très importante que vous soulignez de la place du droit. Est-ce que juridiciser, c'est politiser? Et ça permet aussi de répondre à une des questions dans le chat
Alors qu'on soit clair, hein, j'appelle personne à aller saboter des pipelines, crever des pneus de SUV ou empêcher des jets de décoller. C'est pas mon rôle, c'est pas mon propos. Je dis juste qu'il y en a qui le font et qui disent c'est la seule chose à faire à ce stade, le reste on a essayé, ça marche pas. Donc voilà, je dis qu'est-ce que nous, juristes, on leur répond. En tout cas, ce que moi, juriste, je peux dire, c'est que les tribunaux et les actions en justice ne peuvent fonctionner que si, en parallèle, il y a une forte mobilisation militante, politique, citoyenne. C'est tout le propos de See You in Court. Pourquoi, dans l'affaire du siècle, vous disiez il y a 2 millions de signataires, il n'y avait pas 2 millions de requérants? Il y a quelques associations requérantes qui ont saisi le tribunal administratif. Mais en amont, il y a toute une mobilisation, des vidéos sur YouTube qui sont devenues virales avec McFly et Carlito. C'est des youtubeurs hein, pour les plus jeunes. Hein. Les plus jeunes le savent, mais les autres qui n'ont pas d'enfants ados ne le savent pas peut-être. Ou Marion Cotillard. Alors là, c'est pour les plus jeunes d'entre vous. Marion Cotillard, c'est une grande actrice française. Mais donc, il y a eu une forte mobilisation et c'est ce qui a fait que le juge, de façon, c'est très significatif, le tribunal administratif a publié un communiqué. Ça, les juges le font désormais, un communiqué de presse quand ils savent qu'ils rendent une décision importante. Mais comment s'appelait le communiqué? Ce n'était pas titré requête numéro TA, etc., Greenpeace et Oxfam, c'était titré affaire du siècle. C'est-à-dire que le juge avait intégré les codes et le nom de code de l'opération, le nom de code militant. Et pourquoi il a fait ça? Parce qu'il y avait une pression derrière. Et il y a cette phrase d'un universitaire états-unien, Freund, qui dit courts should not be influenced by the weather of the day. Donc, les juges ne sont pas influencés par la météo du jour, but they are influenced by the climate of the year, mais ils sont influencés par le climat de l'époque. Et oui, quand les mœurs changent, quand la pression politique change, eh ben, les tribunaux vont reconnaître, lui disait ça à propos de l'avortement et des droits reproductifs par la Cour suprême aux États-Unis, mais les juges vont le faire à propos des droits environnementaux s'ils sentent qu'il y a une mobilisation politique sur ce terrain. Et donc, il y a une forte interaction entre politique et juridique. On ne peut pas scinder les deux. D'abord parce que le droit, c'est le langage achevé du politique. Et puis ensuite, parce que les juges qui interprètent et appliquent le droit, ils le font aussi, non pas avec cette pression militante, mais dans un contexte social. Oui, parfaitement d'accord sur cette perméabilité entre le droit et la société, et ces restructurations de la société civile. Maria-Isabelle, tu voulais peut-être répondre sur... Ou Yvonne, elle avait la main, pardon, je n'ai pas vu Yvonne. Alors Yvonne, nous vous écoutons. Merci Karine. Je voudrais répondre à Aude parce que c'est une interprétation très commune parmi les gens et les avocats de dire que de reconnaître le droit à la nature, c'est plus une vision anthropologique qu'une vision de droit ou philosophique même. Alors, ça me fait penser, qu'est-ce que c'est que le droit? Parce que les populations indigènes, par exemple, elles ont leurs droits aussi. C'est une sorte de droit propre et qui décide que la nature comme un sujet avec des droits, c'est anthropologique et non pas partie du droit du point de vue occidental et moderne. J'ai entendu, il y a quelques personnes ici, même en Amérique latine, qui disent que ça, c'est une sorte de pachamamisme, c'est-à-dire de donner des droits à la nature, c'est partie de ce pachamamisme, c'est comme l'anthropologie. Alors, oui, seulement laisser la question de qu'est-ce que c'est que le droit, qui sont les porteurs du droit, c'est les États nationaux ou c'est par exemple les territoires avec les populations indigènes qui eux aussi ont des droits qui sont reconnus par exemple dans le cas de l'Équateur dans la Constitution même. Et seulement comme une question.
Si je peux juste réagir, parce que je crois que j'ai été mal comprise. Ce que je voulais dire, c'est que dans certains contextes anthropologiques, ce serait vraiment une création peut-être artificielle, ce qui n'est pas du tout le cas en Amérique latine ou dans d'autres cultures. Hein. La question, c'est est-ce qu'il serait opportun de le faire en France, par exemple, précisément, alors que ce n'est pas dans nos habitudes anciennes. Et, voilà. Mais il faut qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Ce n'est pas du tout une réflexion que j'adresse à l'Amérique latine, hein, pas du tout. Merci à Yvonne, merci beaucoup pour ces réflexions parce qu'elles sont très importantes. Elles nous montrent, alors toujours dans ce mouvement de la renaissance auquel vous nous invitez, auquel nous invitent nos panélistes, cette renaissance des droits humains, de leur conception. On voit que l'universalité des droits humains face aux enjeux portés par ce bureau mondialisation se confronte aussi à cette idée d'hybridité à la fois des formes et des normativités et hybridité aussi des conceptions du droit, des conceptions de la personne. Et sans doute que l'enjeu aujourd'hui déjà est de trouver les articulations entre nos différentes conceptions du droit et la force reconnue déjà et rappelée par Maria-Isabelle tout à l'heure du droit international, donc un droit qui serait alors aussi commun pour faire évoluer cette protection. Alors peut-être, est-ce que je voulais juste savoir peut-être dans la salle physique, y a-t-il des questions? Je vois que je ne veux pas, je sais que nous sommes plus longs que prévu. Florence Bellivier. Je vais répéter pardon, ce que tu viens de dire. Donc, Florence Bellivier, co-organisatrice de ce cycle de conférences et qui interpelle nos panélistes sur l'intervention du droit pénal, le recours au droit pénal pour faire évoluer, pour assurer la protection des droits humains. Alors, peut-être une réponse. Je ne sais pas qui souhaite intervenir en premier. Maria-Isabelle, tu te manifester. Oui, j'avais prévu. Ah, d'accord. J'avais prévu d'en parler dans mon intervention initiale. Donc, c'est bien que j'ai l'occasion. Juste avant d'aborder cette question, un mot sur ce que disait Yvonne avant. On est ici dans mon alma mater et là où je fais mon master en anthropologie du droit et où j'ai été influencée et appris sur le pluralisme juridique. Et je pense que ça a toute sa place dans ces débats. Et ça nous donne des réponses à la question qu'est-ce qui est les droits et comment on les construit. Et moi, je crois que c'est dans une relation dialogique entre la réalité et les droits écrits. Et donc, que l'avancée de l'un en avance à l'autre n'est jamais un pas dans les vides. Et donc, même si parfois ça pourrait sembler artificiel, ça vient d'une réalité, ça apporte des changements à cette réalité. Sur les droits pénals, c'est une arme essentielle pour ces combats, notamment la responsabilisation des entreprises. Et en France en particulier, on a vu récemment des avancées significatives et grâce à l'action en partie de la FIDH. En juin 2021, les dirigeants de Nexa et Amesis, deux entreprises qui ont fait de l'exportation de technologies de surveillance en Libye et en Égypte, ont été mises en examen par les juges du pôle des crimes contre l'humanité pour complicité de torture et disparition forcée, pour avoir fourni un matériel de surveillance appelé Cerebro qui a contribué à identifier et à cibler les opposants et donc à leur détention arbitraire et torture ou disparition. Plus tard, en novembre, c'est annoncé que la mise en examen concernait non seulement les dirigeants de ces entreprises, personnes physiques, mais aussi les personnes morales de ces entreprises. Et donc, première fois où ces personnes morales sont mises en examen pour de tels crimes. Et donc, voilà, c'est un énorme pas dans un litige. Comme disait Maddalena, le temps du droit est parfois différent du temps des luttes pour la défense des droits. Mais néanmoins, ces pas sont
une contribution énorme à la transformation du système juridique, à la responsabilité, à s'assurer que les entreprises rendent des comptes pour leur responsabilisation. Et donc, il ne faut pas avoir peur, surtout que les droits pénals, parfois, offrent plus de moyens que dans les droits civils. Les ONG sont, disons, dans la première ligne, alors que dans les droits pénals, l'État, les procureurs sont aussi main dans la main avec les ONG. Et je pense que Sacha peut complémenter un peu. Dans le développement des normes contraignantes et des débats autour de cet enjeu-là, c'est aussi une question qui se pose, la question du droit pénal. Très souvent, il y a quand même effectivement une réticence. Alors, par exemple, dans la négociation du traité, dans le contenu actuel du traité négocié, il y a à la fois des clauses qui établiraient la responsabilité civile et la responsabilité pénale des entreprises, tout en essayant de régler tout un tas d'autres problèmes voilà, du lien entre la maison mère et voilà, la chaîne de valeur. Mais dans les lois, par exemple, sur le devoir de vigilance, ce n'est pas trop le cas. Dans beaucoup de cas de contentieux, quand même, c'est vrai que les ONG utilisent le civil, ou en tout cas, je pense qu'il y a quand même aussi une tradition anglo-saxonne assez forte dont on hérite. Dans les débats européens, il y a aussi une question de la compétence de l'Union européenne qui ne peut pas forcément légiférer sur des questions pénales et donc qui se concentre sur le civil, en tout cas dans le texte de la proposition de directive sur le devoir de vigilance. Mais c'est vrai que, à mon sens, c'est un débat qui mérite vraiment d'être posé, qui est souvent un peu, je pense, un peu trop regardé en silo, alors que c'est une partie fondamentale, je pense, du débat, et qu'il y a une complémentarité entre les approches civiles et pénales, je pense, dans le cas des atteintes aux droits humains, qui est tout à fait importante. Merci beaucoup Sacha pour ce complément d'information. Je me tourne, il est assez tard, hein, il est 47, on a dépassé, parce que Zoom est implacable sur la gestion du temps et je n'ai pas été très bonne avec vous, mais en tout cas, moi j'ai trouvé ce débat passionnant. S'il y a une dernière question, c'est maintenant, et sinon, alors j'attends quand même. Je ne crois pas. Sinon, de toute façon, j'aimerais donc très chaleureusement donc déjà remercier tous ceux qui sont présents déjà physiquement dans cette salle. Merci d'avoir fait cet effort. Également tous ceux qui furent ou qui sont encore présents dans la salle numérique. Hein, vous étiez plus d'une centaine inscrits et puis après ça varie hein, en fonction des disponibilités de chacun. Je retiens en tout cas ce caractère très fructueux, je crois, aujourd'hui et demain, en tout cas demain pour les futures conférences que nous aurons, mais je crois plus longuement déjà. Maria-Isabelle, je sais que tu interviens, par exemple, dans le Master 2, Droits de l'homme et entreprise à Sceaux, et je sais aussi, au regard de des échanges que nous avons eus aujourd'hui, je répondrai alors à l'invitation de Madalena, à l'invitation de Alice Mogoué, présidente de la FIDH. Je crois au caractère fructueux et riche hein, de cette coopération que nous pouvons organisée ponctuellement, régulièrement entre les universitaires que nous sommes et qui observons et analysons et vous, les membres experts, je crois que vous en avez fait toute la démonstration ce soir de la FIDH sur ces questions particulièrement importantes. Donc, je vous donne rendez-vous bientôt. Alors, la prochaine conférence, si je ne me trompe pas, celle en tout cas qui sera mise en ligne, la prochaine conférence aura lieu le 13 mai dans les mêmes conditions et elle portera sur le futur de l'universalité des droits humains et l'argument culturel. Et nous retrouvons ces questions de méthode, de droit in context et de la gestion de pluralisme pour atteindre, respecter l'universalité. Merci à vous tous, merci aux traducteurs, aux traductrices hein, qui étaient présents, merci à tous les organisateurs, merci Florence qui est là, que vous ne voyez pas, mais vous allez bien là, et à très bientôt. Au revoir.